Donc, je vais essayer de vous parler avec mes deux autres collègues du cuivre en Atacama et des relations du climat passé à ces gisements géants actuels. Donc, en fait, cette étude, elle se fait avec plusieurs membres de différentes équipes du laboratoire JET, en collaboration avec l'Université catholique du Nord à Antofagasta au Chili et dans le cadre du LMI, du laboratoire mixte international COPEDIM, financé par l'IRD. Donc en fait, sur cette photo, vous voyez un paysage assez typique du désert d'Atacama, avec ces montagnes assez adoucies. Vous voyez parfaitement aussi qu'il y a très peu de végétation. C'est un climat particulièrement aride. Et ici, en fait, ce que vous avez sur ce plateau, c'est une usine de traitement des minerais de cuivre qui sont exploités dans la région. Donc en fait, pour vous situer un peu le désert d'Atacama, il se situe ici en jaune au nord du Chili, dans la région d'Antofagasta. Et notamment, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a de nombreuses mines, et particulièrement celle de Chuquicamata. Ici, c'est un zoom où vous voyez en fait les trous d'exploitation de cette mine, qui est en fait une des plus grandes mines au monde, avec un trou d'exploitation qui correspond à 6 km de long, 3,5 km de large, et une profondeur pouvant atteindre 1200 mètres de profondeur. Donc dans ce district, en fait, la quantité de minerais extraits est d'environ 18 millions de tonnes, avec une concentration d'environ 0,5% de cuivre depuis le début de l'exploitation de ce site dans les années 60. Si on replace ça par rapport à la production annuelle de cuivre, on se rend compte en fait que le Chili produit à peu près aux alentours de 5-6 millions de tonnes de cuivre par an. Et par rapport à une production mondiale qui avoisine les 15 à 18 000 millions de tonnes de minerais, ça représente une manne économique extrêmement importante pour ce pays, dont l'économie est quand même basée essentiellement sur l'exploitation de ce cuivre. Alors, quelques minerais de cuivre que tout le monde peut reconnaître et connaît, en fait. On a le cuivre natif. Ce cuivre, en fait, est communément utilisé pour les monnaies, pour le câblage électrique, pour les fils de cuivre, en fait. Mais aussi, vous avez aussi des minéraux particulièrement intéressants utilisés en bijouterie, en décoration, donc notamment la malachite ou la turquoise. Donc c'est vraiment quelque chose qui est communément utilisé, le cuivre, et qui représente un apport très important dans la vie quotidienne à travers le monde. Maintenant, pour savoir comment se forme ce cuivre, en fait, si on se remet dans le contexte du Chili, on a une zone de subduction, donc de convergence, avec un panneau plongeant qui va arriver à une certaine profondeur, va commencer à fondre. Et ces produits de la fonte de ce panneau plongeant vont remonter à la surface, créant un arc volcanique et des mises en place de granit, de roches granitiques, qui vont en fait être la base de la formation de ces minéralisations. Donc en fait, quand on appellera d'ailleurs des porphyres cuprifères, c'est le nom exact. Donc en fait, quand ces porphyres cuprifères se mettent en place, il va y avoir des circulations hydrothermales qui vont se faire tout autour de ce corps chaud. Et donc on aura une première minéralisation qui va se produire à ce niveau-là, et ce qu'on appellera des gisements primaires. Donc ces gisements primaires, quand on regarde de plus près ce qui s'y passe, en fait, ils vont se mettre en place aux alentours du Pluton. Et en fait, avec la remontée progressive de ce Pluton et l'arrivée proche de la surface, on va avoir des infiltrations de pluie météorique qui vont, en fait, par un phénomène d'oxydoréduction, créer un niveau de précipitation-concentration à peu près au niveau de la nappe phréatique, qui vont constituer la formation de la minéralisation secondaire qu'on appellera supergène. Donc, la première partie, la formation hypogène en profondeur liée aux circulations de fluides hydrothermaux, et la deuxième partie de la minéralisation qui sera liée aux circulations de pluie venant de la surface. Donc, en fait, ces gisements supergènes peuvent être remobilisés par plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est un facteur mécanique lié à l'érosion. En fait, au fur et à mesure des pluies, le relief va s'atténuer, et donc on va avoir des morceaux de ces minéraux qui vont être érodés, transportés
dans les bassins et qu'on va retrouver un peu plus loin. Aussi, on peut avoir un phénomène de dissolution-précipitation qui va, à la faveur d'aspérité dans l'encaissant de fractures, avoir une reprécipitation de ces minéralisations de cuivre. Et enfin, ça peut circuler le long de la nappe phréatique et se déposer bien plus loin, jusqu'à plusieurs kilomètres de distance du porphyre. Et ces gisements-là, on les appelle les gisements exotiques. Et en fait, c'est ce qui est exploité aussi bien en in situ au-dessus des porphyres, on exploite, mais aussi bien ces gisements exotiques. Et ce qui est compliqué parfois, c'est de pouvoir les recaler avec la présence d'un porphyre. Donc en Atacama, on a des exploitations de gisements exotiques, mais on n'a jamais trouvé les porphyres, par exemple. Donc, basiquement, ce qui se passe dans ces phénomènes-là, ce qui est hyper important pour contrôler les minéralisations, c'est 3 facteurs principaux. Donc on va avoir, dans un premier temps, l'apport d'eau au système, venant des pluies météoriques, donc le climat, qui est un facteur essentiel, puisque c'est là que les pluies vont s'infiltrer et commencer à faire des niveaux de lessivage, et donc des phénomènes d'oxydoréduction vont se produire et avoir une pile sédimentaire qui va permettre d'avoir des précipitations de cuivre dans les niveaux oxydés ou enrichis. Ensuite, le facteur important, c'est le soulèvement. Parce qu'on a besoin d'amener les roches vers la surface, ces granites, pour qu'ils puissent avoir ce phénomène de lessivage, oxydation et enrichissement. Et enfin, le deuxième partie, c'est l'érosion. Puisqu'en fait, le soulèvement va permettre de faire monter les roches et le relief, et l'érosion va permettre de diminuer ce relief pour mettre à l'affleurement tout ce porphyre. Donc en fait, ce qui est primordial, c'est un équilibre, parce que vous vous doutez bien que si ici, on a trop de pluie, en fait, on va lessiver le cuivre, il va partir, disparaître, on n'en a plus, on a trop d'eau. Si ici, on a trop de soulèvement, vous allez atteindre des altitudes très élevées, et en fait, l'érosion va être 2 fois plus efficace, donc vous allez aussi perdre votre gisement. De même, avec l'érosion qui est toujours liée au climat. En fait, c'est un circuit fermé et un équilibre très précaire pour qu'on ait ces concentrations de cuivre, et qui sont toutes en partie liées essentiellement au processus climatique. Apport d'eau, trop d'eau, pas de minéralisation, pas assez d'eau, pas de minéralisation non plus, puisqu'il nous faut ce phénomène d'oxydoréduction pour pouvoir précipiter le cuivre. Donc en fait, c'est ça la clé du problème, c'est de savoir en fait s'il existe une balance entre ces vitesses de soulèvement, de dénudation et l'apport de pluie lié à la formation du cuivre. Mais c'est quoi? Quels sont ces critères? Et peut-on reconstituer notamment le climat grâce à ces minéraux, puisqu'ils sont directement liés à l'apport de pluie? Est-ce que donc ça nous permettrait de donner un proxy pour établir une évolution du climat sur le long terme? Donc finalement, le Graal dans ces types d'études, c'est de trouver le trio gagnant entre le facteur pluie, dénudation et soulèvement, et de savoir essayer de quantifier tous ces processus. Donc si on revient en fait à la chaîne des Andes sur un profil nord-sud du relief, donc là vous avez les pics qui correspondent aux différentes altitudes sur toute la cordillère. Depuis le nord, au niveau de l'équateur, là vous avez Guayaquil. Ensuite, vous êtes au niveau de Lima ici, d'Antofagasta, donc la région qui nous intéresse, et là au Chili, au niveau de Valparaiso. Et ce qu'on peut voir, en fait, les couleurs correspondent au taux de précipitation annuel dans les différentes régions. Et les petits marteaux que vous voyez, ces petits symboles, ça correspond à l'ensemble des mines répertoriées de mines de gisements supergènes de cuivre. Donc là où il y a eu un enrichissement et une altération qui a permis de concentrer le cuivre. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ces minéralisations, elles se concentrent essentiellement dans des zones où on n'a pas une très très forte pluviométrie. Donc là encore, c'est une preuve que le climat est essentiel, donc l'apport de pluie est essentiel pour la minéralisation de cuivre. Si maintenant on vous fait un petit peu l'état des connaissances entre les périodes de dénudation, de formation des minéralisations et des pluies, voilà ce qu'on peut reconstituer sur les 45 derniers millions d'années.
Donc en fait, on s'aperçoit qu'ici, on a la courbe d'évolution finalement du relief, la période principale où on a le relief qui atteint des altitudes suffisantes et pour être dénudé. Ensuite, on a les principales périodes d'altération qui sont à l'initiation de la formation des gisements de cuivre. Et enfin, les courbes de pluviométrie. Ça, c'est l'état actuel des connaissances. Mais ça ne veut pas dire que, parce qu'on n'a pas très peu de périodes d'altération de formation de ces gisements, qu'il n'y en a pas ici. C'est peut-être tout simplement que les conditions n'étaient pas bonnes. C'est-à-dire que le relief était trop haut, qu'on avait trop de soulèvements et que finalement, on n'avait pas des conditions adéquates pour former ces minéralisations et qu'elles ont disparu. Ou alors qu'on ne les a pas encore trouvées. Ça, c'est une possibilité. Ensuite, de même ici, peut-être qu'on a de l'altération, mais on n'a pas trouvé les bons endroits ou les bonnes conditions d'équilibre pour pouvoir les étudier. Et le dernier point, ce qui est toujours très critique, c'est de pouvoir reconstituer le climat sur du très long terme. Donc savoir quelle était la quantité de pluie apportée dans un désert tel que le désert d'Atacama au-delà de 30 millions d'années, ça devient très compliqué. Donc en fait, c'est ce qu'on essaye de comprendre et de voir. Et donc, les questions qui se posent, c'est le cuivre supergène peut-il se former pendant la croissance d'une chaîne de montagne ? Peut-être que c'est possible, on ne sait pas trop en fait. Il n'y a pas de contraintes réellement qui ont été établies jusqu'à présent. Et peut-on dater la minéralisation de cuivre elle-même ? Puisqu'en fait, la majorité des datations qu'on a à l'heure actuelle, c'est sur des minéraux d'oxydation, mais pas sur le minerai de cuivre directement à proprement parler. Donc combien de temps se passe-t-il entre la mise en place des minéraux d'oxydation et le minéral de cuivre lui-même ? Personne ne le sait. Donc c'est ce genre de questions auxquelles on essaye de répondre dans ce type d'études. Enfin, depuis tout à l'heure, je vous explique tout ça et je n'arrête pas de revenir sur le temps. Le temps, c'est l'élément essentiel pour comprendre le système. Donc déjà, pour savoir comment dater l'aridification, à quel moment le climat change. Ensuite, la formation du relief. Et enfin, la minéralisation du cuivre. Voilà. Donc ça, c'est notre fil conducteur. Le temps et le climat sont les points cruciaux pour essayer de comprendre l'ensemble. Et maintenant, je vais laisser la place à Sébastien qui va prendre la suite. Bonjour. Donc effectivement, vous m'entendez, oui oui, bon, ok. Donc la première question, c'est finalement revenir un petit peu sur l'historique de l'aridification du désert. Depuis quand est-ce que le désert est aride ? Alors le climat du désert d'Atacama, il est contrôlé par plusieurs courants atmosphériques et marins. Donc des courants qui viennent de l'Est, qui apportent de l'humidité de la région d'Amazonie, des courants qui viennent du sud-ouest, qui sont associés à l'anticyclone du sud-est Pacifique, principalement, et un courant marin qui est très important, qui est le courant d'Humboldt, qui est un courant d'eau froide qui remonte depuis les zones antarctiques et qui amène de l'eau froide tout le long de la marge des Andes. Et la combinaison de ces trois courants, en fait, aboutit à cette carte de pluviométrie moyenne annuelle où sont illustrés ici des très très faibles taux de précipitation inférieurs à 10 mm d'eau par an dans le désert d'Atacama avec les couleurs rouges. On retrouve aussi des zones arides dans le sud-est argentin et puis aussi des zones de très fortes pluies qui peuvent aller jusqu'à plusieurs mètres par an en Patagonie ou en Bolivie. Si on regarde dans le temps, donc c'est la courbe que vous montrez Stéphanie, en fait c'est ce qu'on essaye de reconstruire, mais évidemment c'est extrêmement incertain cette reconstruction et ces valeurs-là sont très incertaines. C'est essentiellement à partir d'archives sédimentologiques et de certains proxys et on n'est pas sûr qu'ils soient d'ailleurs représentatifs de toute la période, on a des lacunes. Mais ce sur quoi les gens s'accordent à peu près, c'est que depuis au moins 20 millions d'années, on a un climat aride, ou semi-aride on va dire, et une hyperaridité qui s'est mise en place probablement aux alentours de 10 millions d'années avec des pulses de périodes un peu plus humides depuis. Alors évidemment, la première question que l'on se pose, c'est est-ce que le soulèvement de la chaîne de montagne, qui a pu jouer un rôle de blocage, a pu être responsable de cette hyperaridification ? Alors, pour ça, on fait référence à l'effet orographique. L'effet orographique, qui consiste à impliquer donc le soulèvement de la chaîne de montagne, la création d'un blocage topographique qui vient bloquer l'apport des courants humides venant d'Amazonie, qui génèrent des pluies très importantes sur le front est des Andes et qui finalement assèchent les courants qui peuvent arriver à l'ouest et qui donc créent cette aridité. Donc pour essayer de voir l'influence d'une chaîne de montagne sur le climat, ce que font les paléoclimatologues, c'est d'utiliser les mêmes modèles qu'on utilise pour la météo, donc des modèles de circulation atmosphérique et marins,
et qu'ils appliquent donc sur le climat, sur le relief actuel. Et ensuite, ils font des essais en enlevant le relief et en diminuant la taille des Andes pour voir l'effet potentiel de ce relief sur le climat régional. Et c'est ce qu'ont fait plusieurs études qui concourent tous à peu près à la même conclusion ou aux mêmes conclusions, qui va être illustrée dans l'image suivante. Donc ici, vous avez le changement de précipitation moyenne par rapport à un modèle de référence qui est le modèle avec la situation actuelle des Andes telles qu'elles sont. Et puis ici, vous avez différents tests, différents modèles qui correspondent à une diminution, un facteur de diminution du relief des Andes, donc depuis l'actuel jusqu'à 1/10 du relief des Andes. Et donc ça, c'est les valeurs de pluviométrie moyenne dans une région qui est située donc à l'ouest des Andes. Et ce qu'on voit, c'est au contraire, quand on diminue la taille des Andes, au lieu d'augmenter la pluie dans l'Atacama, on diminue, on aridifie encore. Ça, c'est associé, sans rentrer dans les détails, c'est associé à des phénomènes de téléconnexion entre différentes zones anticycloniques. En fait, ces études concluent sur le fait que l'aridité, elle est principalement associée à ce courant marin de Humboldt qui contrôle cette aridité dans le désert d'Atacama. Et finalement, les périodes plus ou moins humides sont probablement associées à des périodes de renforcement ou au contraire d'atténuation de la force de ce courant. Et nos propres travaux, finalement, à partir de proxys dans des sédiments récoltés dans des mines, pour lesquels on a eu des accès exceptionnels, à la fois en termes d'isotopie des carbonates ou de propriétés magnétiques de certains minéraux, nous indiquent, et même de faciès sédimentaires, hein, donc le type de sédiments qui sont déposés, indique effectivement qu'on a un climat qui est aride, avec les sédiments qui sont, hein, on n'a pas les périodes évidemment qui correspondent aux sédiments qui n'y sont plus, depuis au moins 40 millions d'années. Et hyper aride depuis environ 10 millions d'années, puisqu'il y a une cendre volcanique qui couvre tout le relief et qui nous dit que l'érosion a été extrêmement faible depuis ce moment-là. Cependant, dire que le climat est aride ne veut pas dire qu'il ne pleut jamais et que même il n'y a pas eu des périodes un peu plus pluvieuses. Il y a une étude remarquable d'un collègue publiée en 2017 qui a montré qu'en plein milieu de l'Atacama existait des fossiles de tourbières qui correspondaient à des sols maintenant complètement silicifiés et qui étaient des tourbières qui s'autoconsumaient en fait, dont on peut démontrer l'origine avec en particulier des fossiles de petites tubes de plantes et qui au départ a été interprétés comme des outbursts de météorites. Cette hypothèse a été démontée par la datation qui montre deux périodes principales à 14 000 et à peu près 12 000 ans, ce qui rend extrêmement difficile la probabilité que deux énormes météorites tombent au même endroit à 2000 ans d'écart. Et je vous indique aussi qu'il y a plein d'autres arguments pour montrer ça. Donc il y a 14 000 ans, il y avait des tourbières au milieu de l'Atacama. Et puis de temps en temps, quand il pleut, lors de phénomènes El Niño particulièrement pluvieux, eh on assiste à des spectacles absolument merveilleux de déserts fleuris. Donc définir le climat comme aride avec des taux de précipitation moyenne, c'est évidemment extrêmement réducteur. On y reviendra tout au cours de l'exposé. Il faut parler aussi de variabilité, de périodicité. Mais le climat, c'est pas tout. Donc c'est évidemment l'eau, c'est l'origine. Mais le deuxième facteur de contrôle important du cuivre, c'est l'évolution de la topographie. En particulier l'incision des rivières, l'évolution, l'aplanissement, etc. Et donc pour bien vous faire comprendre un petit peu que la topographie c'est quelque chose de dynamique, eh bien je vous montre une expérience ici qui correspond à un dispositif expérimental qui est unique, hein, qui est développé par Stéphane Bonnet là au JET. Et donc ici vous avez une pâte de silice saturée en eau qui fait sur un dispositif de quelques dizaines de centimètres, qui est montée par un piston pour simuler le soulèvement d'une chaîne de montagne et qui est mise dans un brouillard qui va créer des petites gouttelettes et qui va éroder. Donc quand on fait monter ce dispositif, alors je vais peut-être... Est-ce que ça marche? Voilà. Tac. Voilà. Oups, pardon. Je recommence. Donc on voit le soulèvement, on voit tout de suite que des rivières se forment, les sédiments sont déposés au piémont, hein, comme sur le piémont des Pyrénées par exemple. Et puis vous voyez que la pente augmente, la pente augmente pour essayer d'adapter son érosion au soulèvement qu'on lui impose. Voilà, donc ça prend un certain temps. Hein. La notion de temps, j'ai perdu le pointeur, la notion de temps c'est quelque chose d'essentiel. C'est pour ça qu'on voit les montagnes, c'est parce que l'érosion est toujours en retard par rapport au soulèvement, sinon le relief serait toujours tout plat. Et donc ce temps impose aussi un timing à tous ces processus dont nous parlons. L'autre façon d'illustrer, c'est aussi par la modélisation numérique, qui correspond aussi à un code qu'on développe au JET. Donc là, on fait un peu le même genre d'expérience, mais de façon numérique. Ici, vous avez un bloc qui va se soulever jusqu'à 4 millions d'années. À 4 millions d'années, on va arrêter le soulèvement, et puis on fait pleuvoir sur cette surface, et vous allez voir donc, pareil, comme dans le dispositif expérimental, qu'on développe rapidement des rivières. Les sédiments se déposent sur le piémont. On voit des aspérités qui correspondent aux lits rocheux sous les sols au fur et à mesure que les sols sont érodés. Les pentes augmentent et la densité de drainage augmente. Et puis vers 4 millions d'années, maintenant, paf, eh bien, on voit que le relief s'adoucit progressivement
les crêtes qui étaient anguleuses deviennent de plus en plus arrondies, et après être passé par un pic d'altitude de 3000 mètres, eh bien on descend au bout de quelques millions d'années dans cette expérience à des altitudes de 100 mètres. Évidemment, le temps qu'il faut pour atteindre ces altitudes va dépendre de la pluie qu'on impose. Voilà, donc le relief, c'est quelque chose de dynamique. Hein. Et une façon d'illustrer de façon extrêmement schématiquement... Oui, pardon. En fait, si on regarde les paysages actuels de l'Atacama, ça correspond à cette phase finale, finalement, hein, de l'érosion d'une chaîne de montagne. On est dans un paysage de mort de chaîne de montagne. Une façon d'illustrer cette dynamique et cette courbe, on va y venir plusieurs fois ensuite, c'est au cours du temps, là, donc sur des millions d'années, eh bien, on a la vitesse de dénudation, la vitesse à laquelle on enlève du matériel, dénudation donc par érosion. Et donc cette dénudation augmente au fur et à mesure que la topographie s'adapte au soulèvement qu'on lui impose. Hein. Là, jusque-là, on impose un soulèvement. Et puis quand le soulèvement s'atténue, eh bien, le relief va diminuer et le taux d'érosion va diminuer avec. Et ce temps-là est contrôlé éventuellement par la quantité de pluie qu'il tombe. Donc plus il pleut, plus ça va revenir vite à un équilibre. Et en fait, si on revient au cuivre, on peut créer du cuivre supergène théoriquement pendant ces 3 phases caractéristiques du relief. Au tout début, quand le soulèvement est actif, il commence à soulever le relief et que les rivières commencent à se creuser, alors les nappes d'eau vont commencer à baisser et ça peut amorcer ce moteur d'altération chimique avec des conditions favorables pour la précipitation du cuivre. Mais en fait, on peut aussi penser que c'est pendant la phase majeure de soulèvement, alors qu'on apporte et on dénude très rapidement et qu'on apporte donc du matériel frais, des roches fraîches par le bas, les granodiorites par le bas qui vont s'altérer et qui vont produire ce sol. Mais si cette érosion est trop rapide, eh bien, elle peut disparaître en même temps qu'elle se crée. Donc, c'est pas forcément non plus la période la meilleure. Et puis enfin, on peut argumenter sur le fait que eh bien, c'est pendant la phase de la mort de la chaîne de montagne que la topographie devient plane, le relief est aplani, la dénudation est très faible, permet donc, même si c'est très lent, à des sols très épais de s'enrichir en cuivre. Et en fait, ces 3 hypothèses ont été proposées dans la littérature pour les grands gisements de cuivre d'Atacama et du sud du Pérou depuis une centaine d'années, avec des partis pris, mais probablement pas de contrainte absolue qui permet de discriminer ces trois hypothèses. Donc pour ça, il faut bien sûr reconstruire cette courbe de dénudation et il faut dater la minéralisation de cuivre pour replacer cette minéralisation dans l'histoire. Alors, l'Atacama, là c'est une vue d'artiste, hein, grâce à notre collègue Anne-Marie Cousin. Il y a 40-50 millions d'années, il y avait une chaîne de montagne ici, qui est la chaîne incaïque, hein, qui se retrouve tout le long des Andes, qui est bien connue des géologues andins. Et donc évidemment c'est une vue d'artiste, mais actuellement on a quelque chose qui est comme ça, donc un relief qui est tout aplani. Et dans cette région, eh bien, nous avons la mine de Chuquicamata. Et à 70 km, dans le même contexte géologique de cette ancienne chaîne, qui s'appelle la chaîne de Domeico pour les géologues andins, eh bien, on trouve un autre district qui s'appelle le district de Centinela. Et c'est là qu'on a focalisé nos études en particulier. On a focalisé nos études ici parce qu'on a une situation qui est très intéressante. On a donc l'accès dans des trous pris dans des sédiments, en fait, qui sont dans une région où se trouvent ces minéralisations de cuivre. Alors c'est une région qui est très plate, partiellement couverte de sédiments, avec des pointements de roches de porphyre cuprifère, dont certains sont minéralisés, d'autres pas. Et donc dans certaines couches, on retrouve intercalés, donc interstratifiés, des clastes de cuivre supergène, qui nous dit donc que si on a l'âge de la couche, eh bien on a l'âge de la minéralisation. Ça c'est quelque chose de très important. Voilà. Et donc ce qu'on a essayé de faire, c'est dater ces couches sédimentaires pour voir à quel moment ça se plaçait et puis essayer de le remettre dans l'évolution de la chaîne de montagne. Alors pour cela, nous avons essayé de pousser une méthode qui utilise les isotopes cosmogéniques. Donc on fait un tour dans l'espace maintenant. C'est une méthode qui a révolutionné la géomorphologie depuis 30 ans pour la raison suivante. Les isotopes cosmogéniques sont produits par l'interaction de particules cosmiques qui viennent du cosmos, de particules très énergétiques, les muons, les neutrons, etc., qui viennent interagir avec les atomes, en particulier des roches, près de la surface, et qui, au sein des réseaux cristallins, du quartz en particulier, qui est un minéral qui nous intéresse, ça vient créer de nouveaux atomes, le beryllium 10 par exemple, qui est radioactif, ou le néo 21 qui est stable, mais vous connaissez aussi le carbone 14, au sein de la roche. Et cette production dépend fortement de la densité des roches, et elle s'atténue extrêmement rapidement en profondeur, exponentiellement, de sorte qu'au bout d'1 mètre de profondeur, la production en atomes cosmogéniques n'est plus que de 10 à 20% de ce qu'elle est en surface.
Et ça, c'est une propriété très importante pour nous, géomorphologues, qui essayons de dater les roches ou de reconstruire l'exposition, puisque si on mesure la concentration en ces isotopes dans un caillou pris de la surface, ça nous donne une information sur le temps qu'il a passé près de la surface, à la fois dans la zone où il est resté en érosion, et aussi dans le bassin qui s'est sédimenté en même temps que les petits cailloux qui contiennent du cuivre. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire, on a essayé de pousser cette méthode dans ces retranchements, notamment, ça c'est une étude pilotée par Vincent Regard, dans le cadre d'une thèse avec Caroline Sanchez qui a soutenu l'année dernière. Et je vais vous montrer juste un résultat. Donc on a échantillonné dans un trou de mine auquel nous avons eu un accès exceptionnel plusieurs kilos de sédiments, en particulier près d'une couche qui est enrichie en cuivre. Et le résultat que je vous montre, c'est en fait un résultat de modèles, de méthodes de modèles. On essaye plusieurs modèles pour expliquer les données. Donc dans ce diagramme, vous avez la profondeur, qui va jusqu'à 150 mètres. Et ici, vous avez l'âge, 20 millions d'années jusqu'à l'actuel. La zone marron ici, c'est la zone probable, hein, donc c'est l'ensemble des modèles qui expliquent les données selon les critères statistiques, et ça se lit de la façon suivante. Pendant toute cette période, vous avez une sédimentation très rapide, et à partir de 10 millions d'années, vous avez une sédimentation extrêmement lente. Et ça, c'est tout à fait cohérent avec probablement l'hyperaridification qui a lieu à ce moment-là. Donc probablement qu'on voit le signal correspondant à l'hyperaridification. Mais l'autre chose importante qui nous intéresse ici aussi, c'est que ça permet de dater ou d'encadrer l'âge de cette formation qui contient le cuivre. Donc on a un âge qui est aux alentours de 14-10 millions d'années ici. Et donc c'est la première fois qu'on arrivait d'abord à atteindre des âges aussi vieux et dater directement une couche contenant du cuivre. Bon, mais ça ne nous dit pas à quel moment de l'évolution de la chaîne de montagne ça correspond encore. Pour ça, et c'est pour ça qu'on fait la conférence à 3, puisque c'est très multidisciplinaire, il nous faut une autre méthode, dont les Stéphanie sont spécialistes ici. C'est la méthode de thermochronologie. Donc là, on va regarder les choses par le bas maintenant. Cette méthode, elle est fondée sur deux principes. Le principe que vous connaissez tous, qui est que quand on descend en profondeur, la température augmente, à peu près 25 degrés par kilomètre. Et la deuxième propriété, c'est qu'à l'intérieur de certains minéraux, l'apatite là, qui nous intéresse, la désintégration des atomes de la série de l'uranium produisent ou bien des défauts dans le cristal, qu'on appelle des traces de fission, ou bien des isotopes fils, l'hélium en particulier, qui dérive aussi du thorium. Et la combinaison entre ces deux principes, c'est que si on est à des températures élevées, quelques kilomètres, eh bien les traces de fission disparaissent toutes seules, et l'hélium diffuse très rapidement parce que la température est élevée. Quand cette roche remonte, par les phénomènes tectoniques ou d'érosion, de dénudation, eh bien la roche se refroidit, et à partir de certaines températures, eh bien les traces de fission se figent, et l'hélium est conservé à l'intérieur du minéral. Donc en utilisant dans les roches que l'on prélève cette information sur le nombre de traces de fission et sur les contenus en ces éléments, eh bien on est capable de reconstruire le cheminement des roches depuis les derniers kilomètres de profondeur vers la surface dans une courbe profondeur-temps ici. Et cette courbe donc qui vous indique le chemin probable de remontée de la roche, elle est directement reliée à la courbe que nous on voit en tant que géomorphologue, c'est-à-dire la courbe de dénudation qui est cette courbe en cloche que je vous ai présentée. Il y a une symétrie directe entre les deux. Donc c'est ce qu'on a fait. On est allé dans le district de Centinela, toujours dans ces mines, et on a échantillonné tous les porphyres dans le cadre de la thèse donc de Caroline Sanchez, dont vous pouvez remarquer le témoin de taille ici. Ces porphyres, ces granulurites, dont certaines sont enrichies partiellement. Et donc on a mesuré ces indications dont je vous ai parlé thermochronologiques. Voici une espèce de synthèse de résultats, je vais vous expliquer. Ici, vous avez la température, mais vous pourriez mettre la profondeur, si vous assumez un gradient géothermique. Et puis ici, vous avez donc les âges, 70 millions d'années jusqu'à l'actuel. Ces courbes, c'est l'enveloppe des chemins probables d'une roche qui aurait cristallisé ici et qui serait remontée vers la surface. Donc il y a plusieurs chaînons montagneux, mais la formation principale, c'est que en gros, ces roches sont remontées assez vite, entre 50 et 30 millions d'années. Et puis ensuite, elles sont remontées extrêmement lentement à des vitesses de quelques dizaines de mètres par million d'années, donc c'est très très lent le reste du temps. Et cette courbe, c'est la même que la courbe en cloche jaune que je vous ai montrée, ça correspond bien à la vie d'une chaîne de montagne et à sa mort. Et ça, c'est la période d'aplanissement du relief, quand le relief devient plat ou beaucoup moins élevé. Et si on replace l'âge ici du dépôt en cuivre, eh bien on voit que ça se fait pendant la période d'aplanissement de la chaîne de montagne. Et d'autres indications d'âge d'autres minéraux d'altération confirment ces âges-là. Donc finalement, dans le triptyque ou le triplet idéal
que l'on cherche. Là, on a une information importante, ça avait déjà été proposé, mais je pense qu'à cet endroit-là nous permet de le démontrer. En fait, c'est pendant la période de très très faible soulèvement et de très faible dénudation que l'on concentre et qu'on forme ce gisement. Donc là, la faible dénudation ne sert pas uniquement à préserver le gisement d'une érosion postérieure, c'est aussi une condition nécessaire. Cela dit, vous avez vu, on encadre la gamme d'âge de formation du cuivre supergène, mais on a encore des incertitudes assez grandes. Et l'objectif, si on veut faire de la paléoclimatologie, c'est d'aller dater les minéraux eux-mêmes et éventuellement les différentes couches des minéraux pour voir si on voit différents épisodes de circulation des pluies. Et c'est ce que va vous présenter Stéphanie. Donc en effet, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de s'occuper de la troisième partie de l'histoire. On a parlé de l'évolution du climat, on a parlé de l'évolution du relief et de la formation de la chaîne de montagne. Et maintenant, on va voir comment on peut reconstituer l'histoire des minéralisations. On en a déjà un petit peu parlé, mais on va voir comment directement on peut dater ces minéraux. Alors pour en arriver là, ou en préambule, on va regarder quand même un petit peu plus près ce qui se passe à l'échelle de la roche. Et pour commencer, on va reprendre un tout petit peu ce processus d'altération du porphyre, des roches magmatiques initiales en surface, pour voir à quelle phase minérale on s'intéresse en réalité quand on s'intéresse à ces minéralisations en cuivre. Donc pour faire ça, on peut partir d'une image, d'une photo qui est très typique de ces profils d'altération en surface des roches magmatiques de type porphyre, tels qu'on peut les voir sur n'importe quel front de mine dans ces grandes mines d'Atacama. Donc on voit immédiatement qu'il y a plusieurs parties qui sont des zones qui se développent au-dessus du porphyre, qu'on ne voit pas ici, qui serait quelque part en dessous du tableau. Donc ça fait quelques centaines de mètres, probablement, ce front de taille. Et les premières centaines de mètres, ou la première centaine de mètres, est occupée ici par une zone claire qui se termine à sa base par une zone très rouge qui, évidemment, est constituée par des oxydes de fer. Alors cette partie-là, c'est une partie qui correspond à une zone lessivée par des fluides de surface qui vont percoler et qui vont venir créer effectivement des réactions d'oxydoréduction liées à la circulation d'eau en présence d'oxygène, qui vont dissoudre les minéraux primaires du cuivre qui sont essentiellement des sulfures, sulfure de fer, sulfure de cuivre. Et donc ces réactions vont mettre en solution le cuivre qui va du coup partir dans l'eau, dans les fluides, et puis en contrepartie, ça va précipiter ces oxydes de fer qu'on retrouve ici à la base, sous forme par exemple ici de goethite. Dans un deuxième temps, les fluides qui percolent, ceux qui ont emmené le cuivre, vont s'écouler vers le bas ou être transportés latéralement, on vous en a déjà parlé précédemment. Et si les conditions de concentration en espèces dissoutes et si le pH le permet, eh bien, ces fluides vont venir reprécipiter le cuivre sous des formes oxydées, dont on reparlera juste après. Donc c'est ce qui forme évidemment cette deuxième couche, qui est une couche verte. On reconnaît aussi ici la couleur typique des oxydes de cuivre ou des minéraux oxydés du cuivre. Et enfin, ces fluides qui percolent vont atteindre la nappe phréatique. Et à partir du moment où ces fluides atteignent la nappe phréatique, eh bien, on va retrouver des conditions réductrices et on va avoir une nouvelle précipitation de sulfure qui, là encore, vont contenir du cuivre. Et ce qui est notable, c'est qu'au cours de ce processus, on a en réalité, au cours du temps, un enrichissement de la teneur en cuivre des roches. Donc, je vous montre ça juste pour que vous ayez une idée des minéraux associés. Donc, je ne reviens pas sur les oxydes de fer, mais je vous montre les minéraux qui vont nous intéresser tout particulièrement ici, qui sont les minéraux de cette zone verte, dans lesquels on trouve des minéraux oxydés. Alors, en particulier, le chrysocole, dont on va reparler juste après, qui est un silicate de cuivre, et puis la malachite, que vous connaissez tous, qui est un carbonate de cuivre. Et puis si on va plus bas, je vous ai dit, en base de cette colonne qu'on peut voir comme une espèce de colonne de distillation, on va avoir des précipitations de sulfure secondaire. Alors par exemple la chalcocite ici, et puis on va avoir éventuellement la formation de cuivre natif. Et comme je vous le disais, ce processus s'accompagne d'un enrichissement en cuivre, les concentrations maximum étant retrouvées ici à la base de cette colonne et pouvant atteindre de l'ordre du %, ce qui en fait des conditions tout à fait exploitables. Alors, pour dater ces minéralisations, on est allé chercher un exemple pas tout à fait au même endroit que ce dont vous parlez, Sébastien, jusqu'à maintenant. On est allé plus au nord, dans la mine qu'on vous a montrée en tout début de cet exposé, qui est la mine de Chuquicamata, qui est située en réalité 70 km plus au nord.
Alors, je ne sais pas si vous avez vu, je reviens juste là-dessus un instant. On voit d'ores et déjà sur cette image Google Earth les trous correspondant aux excavations. Et en zoomant, on va pouvoir regarder un petit peu plus près comment ça se présente. Donc en fait, il y a le trou principal que vous aviez là aussi en image au début de l'exposé, qui est ce trou qui fait 6 km de long, et qui est la partie qui est située immédiatement au-dessus du porphyre, dans lequel on va pouvoir exploiter soit le cuivre primaire en base de puits, ou en base d'excavation, soit les enrichissements secondaires en pluie qui correspondent à l'image que je viens de vous montrer de ces oxydations directement situées à la surface du porphyre une fois que celui-ci est arrivé en surface. Et puis on voit une chose intéressante, on voit qu'il y a une grande zone d'exploitation qui est située ici à droite du trou principal, qui correspond à des dépôts dans les sédiments, dans les graviers. C'est ce qu'on appelait tout à l'heure des dépôts exotiques. Et ces dépôts exotiques, on voit qu'ils se sont effectivement étalés sur environ 7 km à distance du trou principal. Donc ça correspond à des minéralisations qui sont faites par migration des solutions riches en cuivre issues de l'altération du porphyre en surface, migration latérale et reprécipitation plus bas en aval. Alors les contraintes qu'on avait sur ce système, c'est que l'âge du porphyre, c'est d'environ 35 millions d'années. Et puis, on a quelques datations sur l'altération qui donne un âge d'environ 20-15 millions d'années. On a mis ici un âge un peu moyen de 19 millions d'années. Et notre objectif, ça a été d'aller dater directement les minéralisations en cuivre associées à ces gisements exotiques. Je vous montre quelques images d'échantillons parce que c'est quand même particulièrement joli et intéressant. Alors ça, c'est peut-être pas la figure la plus jolie, mais on va voir mieux. Donc pour vous montrer comment ça se présente, sur le terrain, ces solutions riches en cuivre, ces solutions aqueuses riches en cuivre, elles circulent évidemment préférentiellement au niveau des fractures, à condition que les roches soient dures. Donc c'est le cas ici où on a une andésite, une roche volcanique, et donc on voit les fracturations dans ces granites. Et dans ces andésites, et le remplissage par les minéraux bleus du cuivre. Et puis, si ces eaux circulent dans des graviers, c'est plus facile, elles circulent de manière interstitielle, et elles vont là encore venir déposer le cuivre entre les graviers. Alors, je vous disais que ça fait des échantillons magnifiques. Vous pourrez venir voir de plus près ce magnifique échantillon, par exemple, qu'on a amené pour vous. Et sur ces échantillons, on voit des dépôts stratifiés qui ressemblent tout à fait à ce que je vous montre en photo actuellement. C'est l'échantillon sur lesquels nous avons fait les datations les plus prometteuses, que je vous montre ici. Et donc, on retrouve ces strates correspondant à des minéralisations en cuivre. Ce sont des dépôts bleutés ou verdâtres, qui se forment vraisemblablement par précipitation autour de ces fragments noirs qui sont des minéraux ou qui peuvent être par endroits localement des fragments de roche. Ici, c'est un des fragments du porphyre qui a vraisemblablement été emballé dans ces minéralisations en cuivre. Ça, c'est notre échantillon macroscopique. Et puis, on a fait des études en MEB, en microscopie optique, et aussi à la microsonde pour débrouiller un petit peu tout ça, et en particulier identifier les minéraux. Alors, ce qui correspondait aux minéraux sombres en fragments de tout à l'heure, c'est une chrysocole. Le chrysocole, c'est un silicate hydraté de cuivre, qui est parfois manganifère, c'est le cas quand elles sont sous la forme de ces fragments sombres, et qui parfois, alors c'est le cas des bandes claires ici, sont au contraire pauvres en manganèse, auquel cas vous voyez que finalement ça donne un minéral qui est assez visiblement différent sur notre lame mince. Et puis ici en vert, un nouveau minéral dont on n'avait pas parlé jusqu'à maintenant, qui est la pseudomalachite. Cette pseudomalachite, c'est en fait un phosphate de cuivre, là encore hydraté. Au MEB, on voit apparaître encore un nouveau minéral dont nous n'avions pas parlé non plus, qui est l'atacamite. Alors ça, c'est un minéral assez connu. L'Atacama est évidemment un des sites emblématiques. C'est un chlorure de cuivre et ces atacamites vont se former, on le voit bien ici, de manière tardive parce qu'elles viennent recouper ou remplacer l'ensemble des minéraux précédents et ce sont des minéraux qui vont se former lors des stades ultimes de l'évaporation ou en tout cas de l'assèchement du système. Alors ça nous permet aussi, ces images, de venir déterminer les endroits qui vont être les plus propices aux datations. Alors la méthode que nous avons essayé de développer depuis quelques mois ou depuis une année environ au JET, c'est de dater ces minéraux directement par la méthode uranium-plomb. C'est évidemment une méthode de radiochronologie qui est basée sur la désintégration radioactive de l'uranium. Et vous le savez, ces datations par radiochronologie
uranium-plomb, ce sont les datations historiques mises au point par Rutherford très peu de temps après l'invention de la radioactivité, puisque c'était en 1906. Alors, ce sont des datations, évidemment, qui, d'une manière générale, se font de manière routinière. En particulier, vous le savez, sur les zircons, qui sont des minéraux très riches en uranium, et du coup, qui sont très favorables à ces datations. Et ce que nous avons essayé de faire, c'est d'appliquer cette méthode à des minéraux qui sont beaucoup plus pauvres en uranium, pour lesquels le challenge technique est du coup plus difficile. Juste un rappel, il y a deux isotopes radioactifs dans le système de désintégration de l'uranium. L'uranium 238 qui va se transformer pour donner du plomb 206, l'uranium 235 qui va donner du plomb 207, et puis vous le savez, il y a l'hélium qui est un des produits de cette désintégration dont on a parlé tout à l'heure quand on a parlé de thermochronologie. Bon, quoi qu'il en soit, on voit bien que la teneur relative en isotopes fils, les isotopes du plomb, et en isotopes pairs, les isotopes de l'uranium, va nous donner une mesure du temps, puisque plus on a de plomb, et bien plus ça veut dire que du temps s'est écoulé depuis la formation de l'échantillon. Donc on utilise on a utilisé pour faire ces développements méthodologiques les méthodes modernes de mesure de ces compositions isotopiques en uranium et en plomb, qui sont les datations par ICP-MS à ablation laser, en utilisant en fait deux systèmes ou deux équipements, ceux de Géosciences Rennes, avec qui nous travaillons en collaboration, et puis bien sûr les équipements de l'OMP, du service ICP-MS de l'OMP. Et donc le principe, c'est d'aller bombarder les échantillons solides avec un faisceau laser qui va venir extraire la matière et l'envoyer dans un spectromètre de masse à source plasma pour effectuer l'analyse. Donc je vous montre les résultats de cette première datation mondiale des minéralisations en cuivre par la méthode UPB, qui a été réalisée en réalité sur ces phosphates de cuivre que j'ai appelés tout à l'heure la pseudomalachite, qui sont ces minéraux verts. Et vous voyez ici les petits trous de laser sur cette image en lumière réfléchie, des trous de laser qui font environ une cinquantaine de microns, et qui nous ont permis d'aller taper sur tous ces petits cristaux qui sont des petits pointements verts là qu'on voit sur l'image. Et nous sommes arrivés à effectuer une quarantaine des analyses, ou en tout cas nous avons effectué une quarantaine d'analyses sur les pseudomalachites de ces échantillons. Les résultats sont reportés dans ce graphique qu'on appelle un graphique Concordia inverse, qui nous permet de représenter les âges relatifs des deux systèmes, ou les âges respectifs des deux systèmes de désintégration d'uranium en plomb. 238 donne 206 et 235 donne 207 qui est ici. Alors on voit immédiatement deux choses. La première chose, c'est que chaque point d'analyse est une ellipse, encore une fois il y en a une quarantaine, et chacune de ces ellipses recoupe cette courbe-là qu'on appelle la courbe Concordia. Ce sont des âges concordants. Ça c'est intéressant parce que ça nous montre qu'on va bien dater la formation de ces minéraux. S'il était arrivé quelque chose, s'il était arrivé des bricoles à nos minéraux, s'ils avaient perdu de l'uranium ou du plomb par lessivage, eh bien, les points d'analyse ne seraient pas tombés sur cette courbe. Donc ça, c'est un premier point. On peut être confiant dans le fait qu'on date la minéralisation en cuivre par cette méthode. Et le deuxième point, c'est que vous voyez que toutes les ellipses sont concordantes. La taille de l'ellipse donne une idée de l'erreur analytique sur le point. Et vous voyez qu'on peut définir un âge commun à l'ensemble de ces points d'analyse, qui est un âge de 19,45, plus ou moins 210 millions d'années, donc avec une précision d'environ 200 000 ans sur ces datations. Et donc voilà, c'est la première datation effectuée sur ce site, comme sur n'importe quel site au monde, sur les minéraux du cuivre. Donc ça va nous permettre de conclure, puisque maintenant on a le dernier point de notre triptyque, on a l'âge des minéralisations. Et je vais simplement vous replacer ça dans un diagramme qu'on a déjà vu plusieurs fois, qui est le diagramme de l'évolution respective du relief en rouge, de l'altération en vert, et puis du climat en bleu, que nous avons complété avec les données que nous vous avons présentées successivement au cours de cet exposé. Donc les minéralisations en cuivre, elles sont ici à 19,45 millions d'années, c'est celles que l'on a datées à Chuquicamata. On voit que ces datations, elles correspondent à des âges qui sont plus récents que les âges que nous avons estimés pour la dénudation du relief andin, âges que nous avons estimés par thermochronologie et dont vous vous souvenez qu'ils sont antérieurs à 30 ou 35 millions d'années. Donc il y a eu une dizaine de millions d'années d'écart en fait entre la formation et la dénudation du relief et puis la formation de ces minéralisations. Le deuxième point, que ça permet de préciser, c'est que ces minéralisations, elles ont lieu avant l'établissement de l'aridification ou de l'hyperaridité. Donc vous vous souvenez, cette courbe montre que la chute de la pluviométrie
dans le désert d'Atacama, elle est marquée autour de 10-15 millions d'années. Et depuis 10-15 millions d'années, on est en période hyperaride. Ce que nous montrent les données, c'est que la formation du cuivre, elle est plutôt contemporaine d'une période où, certes, probablement on était déjà dans un climat aride, mais en tout cas pas dans un climat hyperaride. Et le dernier point que l'on peut mentionner, c'est la comparaison par rapport à l'âge de formation des sols, dont je vous rappelle qu'il avait été estimé dans un district un petit peu différent, 70 km au sud, qui est le district de Centinela. Et ce sont des sols qui contiennent eux aussi des minéralisations en cuivre. Et donc un point clé, c'est que, il semble y avoir plusieurs périodes, plusieurs épisodes de minéralisation en cuivre. L'âge des dépôts, estimé par différentes méthodes, n'est pas le même selon qu'on regarde les choses à Centinela ou selon qu'on regarde les choses à Chuquicamata. Donc si je veux faire un bilan de ça, donc les minéralisations en cuivre permettent de documenter vraisemblablement des épisodes distincts de pluviométrie élevée, puisqu'on n'a pas le même âge à Centinela et à Chuquicamata. Et on peut se poser un certain nombre de questions. Par exemple, existe-t-il une histoire unique de la formation des sols et des dépôts de cuivre à l'échelle de l'Atacama? Ou le corollaire, c'est dans quelle mesure est-ce que les dépôts que l'on enregistre sont liés à des effets locaux plutôt qu'à des effets globaux. Donc pour répondre à ça, ça veut dire qu'il faut multiplier les sites d'études et aller appliquer nos méthodes de datation que nous venons de mettre en point sur différents districts. Et on peut même se poser cette question sur le cas d'un même gisement, au sein d'un même gisement. Est-ce que finalement, si on date différents objets qui correspondent potentiellement à différents âges, on va effectivement avoir des événements ponctuels, épisodiques, qui vont nous permettre de mettre en évidence différents épisodes de lessivage et reprécipitation des minerais. Donc finalement, la question initiale, c'était quel est le Graal? Et l'a-t-on trouvé? Donc a-t-on trouvé les conditions idéales, ou les proportions idéales d'énudation, soulèvement, pluie, favorables à la formation de ces minéralisations en cuivre? Alors ce qu'on sait en tout cas, ou ce qu'on a montré à travers cette étude, c'est que ces conditions, elles ont été réunies il y a environ 20 millions d'années dans le secteur étudié, Chuquicamata, et éventuellement un petit peu plus au sud à Centinela. Et ces conditions, elles sont les suivantes. Donc il faut qu'il y ait absence de soulèvement. On le redit, s'il y a soulèvement, évidemment, toutes les minéralisations en cuivre vont être évacuées parce que si on soulève beaucoup, on va dénuder également beaucoup. Donc effectivement, il faut que la dénudation reste faible. On a montré qu'il fallait que la dénudation soit inférieure à 100 mètres par million d'années. Vous remarquez que depuis la formation de ces minéralisations en cuivre, 20 millions d'années se sont écoulées. Donc même avec un taux de 100 mètres par million d'années, ça veut dire que 2 km auraient été décapés. Cette valeur-là apparaît donc vraiment comme un maximum, probablement une dénudation encore plus faible. Et puis l'inconnu, ça reste quand même la pluie, parce que même si on sait qu'il faut de la pluie pour faire ce lessivage et ces précipitations, c'est difficile de savoir combien. Donc on sait que les dépôts sont contemporains de périodes où la pluviométrie est supérieure ou a été supérieure à ce qu'elle est actuellement. Donc actuellement, c'est de l'ordre de 10 mm par an. Donc vraisemblablement, il faut plus de 10 mm par an pour créer ce cuivre. Combien, c'est difficile de savoir. Et ce n'est pas nous qui allons donner cette réponse, ce n'est pas nous qui allons quantifier la quantité de pluie avec des méthodes de géochronologie, mais par contre, ce qu'on peut essayer de faire en multipliant les lieux d'analyse et les conditions de dépôt et les sites de dépôt, c'est essayer de voir si notre enregistrement via les minéralisations en cuivre met en évidence une variabilité. Il nous semble que oui. Et s'il y a cette variabilité, avec quelle périodicité, et puis finalement sur quelle période de temps à l'échelle de l'Atacama, quelque part entre 30 millions d'années et nos jours, sur quelle période de temps ces événements climatiques de pluie vont-ils avoir été capables de faire ces dépôts. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire dans les années suivantes, en essayant d'appliquer ces méthodes de datation à d'autres objets. Et enfin, pour terminer, je fais un petit clin d'œil, ou plutôt Geneviève Soucaille a fait un petit clin d'œil à la communauté martienne, elle est ici, parce que toutes les personnes qui sont allées dans l'Atacama, je pense, sont frappées, alors c'est bien l'Atacama, oui, ici l'observatoire, sont frappées de la ressemblance entre les paysages que l'on peut y voir et puis les paysages ou les images que nous envoient les sondes spatiales depuis quelques décennies. Donc voilà, c'était pour ouvrir sur toutes les autres communautés de l'OMP, que je remercie d'avoir assisté à cet exposé. Merci beaucoup et nous sommes libres pour vos questions.